Hey, salut la gang, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Vous devriez voir la liste de questions que j'ai eues aujourd'hui. Et je pense que je ne suis pas capable de répondre la moitié des questions qu'il y a là-dessus. Vous êtes incroyable, la quantité, la qualité de questions que vous m'amenez. Savez-vous quoi? Je vais avoir besoin de vous autres aujourd'hui pour répondre aux questions. Fait que s'il y a des avocats, s'il y a des notaires et s'il y a des fiscalistes aujourd'hui qui m'écoutent, aidez-moi, s'il vous plaît, à répondre aux questions. Fait qu'allons-y. J'adore répondre aux questions. Fait que n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton « Partager dans votre réseau ». J'ai besoin de ça m'encourage. On commence avec la première question. Hugo. Salut, j'ai une question. Oui, merci Hugo. J'ai des compagnies de construction. J'ai très peu de blocs appartements, 4 pour être précis, et ils sont tous neufs. Je regarde pour m'associer avec 2 jeunes investisseurs très motivés. On regarde pour incorporer une compagnie pour faire des blocs neufs, 6 logements et plus. Est-ce une bonne chose à faire? S'incorporer au lieu d'être en société en non collectif. La réponse est oui, t'es mieux de t'incorporer que d'être en société en non collectif. Et si tu veux savoir pourquoi, contacte Maître Luc Audet. Il nous explique ça dans toutes les formations, dans tous les cours, au coaching double. Il va mettre beaucoup d'accent là-dessus, que l'incorporation est mieux. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de passer à travers tout le détail, mais en consultant, mieux que ça, viens voir Maître Luc Audet à la soirée mensuelle de Montréal qui va avoir lieu le 20 novembre et tu vas être capable de lui poser des questions. Il arrive tout le temps ben de bonne heure. Et là, tu vas voir, il va se faire bombarder de questions cette soirée-là. Il va venir me voir. Qu'est-ce que tu as fait, Ghislain, donc? Et la deuxième question qu'il demande, m'associer tout simplement. Bien, il manque un peu de détails, Hugo, dans ta question. Les 2 jeunes investisseurs, ils font quoi? Est-ce que c'est des investisseurs actifs ou c'est des investisseurs qui amènent le cash? Ils font quoi exactement? C'est que faut que chacun amène quelque chose dans un deal de partenariat. Et malheureusement, il manque du détail pour le faire. Mais au pire, allez, tu viendras me voir à la soirée mensuelle du 20 novembre. Moi, tu m'en donneras un petit peu plus de détails. Jérémy me demande, salut Ghislain, j'ai assisté pour la première fois à une soirée Mots Facile à Québec et j'ai vraiment adoré. La prochaine s'en vient, les amis. Là. C'est tout le temps le 2e mardi du mois. Puis on parle de financement créatif le prochain mois. Ouais, c'est ça. Ça m'a ouvert les yeux et soufflé dans le dos. Bref, comme tu disais, le nerf de la guerre, c'est de trouver le financement exactement. J'ai des gens dans mon entourage qui sont bien nantis et j'ai envie de te les faire connaître pour que tu puisses toi aussi en profiter. Non, il n'a pas écrit ça. J'ai des gens dans mon entourage qui sont bien nantis et j'ai envie de leur offrir un partenariat avec moi, mais je ne sais trop quel genre de deal leur proposer. Pour un premier flip, quel genre de deal on peut faire pour une maison entre 140 000 et 200 000? Bien, la façon de faire, ces gens-là n'ont souvent pas de temps et toi, tu as du temps, mais tu n'as pas d'argent. Fait que c'est un match qui se fait, peu importe le pourcentage que tu vas aller faire. Eux autres vont être des investisseurs silencieux. Toi, tu vas être un investisseur actif. Et vous partagez moitié-moitié, 50-60, 40-60 ou 30-70, 70-30. Et tu es capable de voir avec eux autres. Fait que oui, Jérémy, c'est une bonne façon. Et si, en passant, s'ils sont très bien nantis et qu'ils veulent venir me voir, ça va me faire plaisir. Isabelle, bonjour à tous. J'ai une petite question pour ceux qui font des flips. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, celle-là, je ne suis pas capable d'y répondre. Qu'est-ce qui se passe si on engage des entrepreneurs généraux qui ne déclarent pas les heures CCQ? Est-ce que les amendes sont chères? Je crois que ce n'est pas toi, Isabelle, qui va avoir les amendes. Je pense que c'est l'entrepreneur, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que la CCQ peut faire une vérification après que ma maison soit vendue? Je ne le sais pas. Et ou s'ils doivent nous prendre sur le fait, j'attends vos réponses. Fait que, entrepreneur général, pouvez-vous m'aider à cette réponse-là? Je n'ai pas la réponse exacte de comment ça fonctionne pour répondre à Isabelle. Danny me demande, je veux acheter un immeuble à revenu qui est en rénovation. Connaissez-vous une compagnie d'assurance qui assure ce type de bâtiment? Qu'est-ce que je fais souvent? Moi, je me sers de l'assurance de l'entrepreneur général pour assurer le bâtiment.
S'il y en a d'autres qui ont des trucs ou d'autres façons de faire, allez-y, je suis à l'écoute pour vous autres. Martin me demande si je désire faire des flips. Si je désire faire des flips, j'ai été chercher ma licence à RBQ pour être égal, parfait. Je n'ai pas de carte de compétence CCQ menuisier. Je ne peux pas travailler comme chez un propriétaire occupant. Donc, Renault hors décret. Je ne comprends pas pourquoi que tu n'es pas capable de travailler chez un propriétaire occupant en ayant ta licence. Normalement, tu devrais, parce que propriétaire occupant, tu n'as pas besoin d'employer CCQ pour être capable d'aller faire ça, à moins que tu fasses de l'électricité ou de la plomberie. Mais le reste, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Y a-t-il des travaux que je peux faire que je dois tout simplement tout sous-traiter? Fait qu'encore ici, si vous avez des réponses là-dessus, moi je crois qu'il n'y a pas de problème étant donné qu'il travaille chez un propriétaire occupant. Daniel, est-ce normal qu'un courtier hypothécaire vous dise que ce serait d'acheter un triplex à votre nom plutôt que sous incorporation? Oui, parce que les courtiers hypothécaires ont plus de misère à passer les immeubles sous une incorporation que sous votre nom personnel. Pourquoi? Parce que l'incorporation, il y a une moins bonne garantie qui est donnée pour la banque. Et quand c'est à votre nom personnel, mais il est capable d'aller chercher tout ton patrimoine et tout ce que tu possèdes si tu viens qu'à ne pas payer. Fait que c'est normal que les courtiers recommandent ça. Joe me demande, pourriez-vous me dire la signification de la valeur économique versus la valeur marchande? La valeur marchande, c'est la valeur que les investisseurs sont prêts à payer un immeuble à revenu de 6 logements, normalement de 6 logements et plus pour la valeur économique. Donc, c'est la valeur qu'ils sont prêts à le payer. Donc, par exemple, 1 million. La valeur économique, c'est la valeur selon les revenus de l'immeuble. Fait que si tu as des faibles revenus, peut-être que ta valeur économique va être à 850 000 et la banque finance le plus petit des trois. Soit le prix payé, soit la valeur économique ou soit la valeur comparable. Fait qu'elle va aller financer ça. Et comment on calcule la valeur économique? Bien, c'est assez simple. C'est les revenus nets divisés par le TGA de ton secteur qui va donner la valeur économique de ton immeuble. Vincent me demande, plusieurs m'ont parlé d'une technique qui s'appelle la subvention du vendeur. Ça a l'air très utile, mais d'un autre côté, un peu douteux. Alors, je me demandais si c'est fréquemment utilisé. Subvention du vendeur, c'est le vendeur qui donne l'argent pour faire des rénaux. C'est douteux si tu ne le déclares pas à la banque. Il n'y a aucun problème si tu le déclares à la banque. Fait que, par exemple, tu reçois 50 000 pour aller faire des rénovations sur l'immeuble. Bien, si tu le déclares à la banque, tout est correct. Mais si tu caches, bien là, il y a un problème qui peut faire. Et il y a 3-4 courtiers immobiliers qui ont perdu leur licence l'année dernière à cause de la subvention du vendeur parce que ce n'était pas déclaré. Pierrick me demande, bonjour Justin, ma question est délicate car une de mes locataires est décédée dans un accident dernièrement. Je ne veux pas paraître insensible, mais je dois m'assurer de faire une bonne gestion de mes liquidités. Je tente de rejoindre la Régie du logement depuis 2 semaines sans succès. Si ça arrive, ça change de Régie du logement. Mettons, tu es dans la région de Québec, Pierrick, va-t'en à Montréal. Va-t'en dans une autre régie, va-t'en à Sherbrooke, va dans un autre. Fait qu'attends pas 2 semaines, là. Appelle tout de suite. Ou sinon, appelle la Corpic ou la PQ. La succession n'a toujours pas été acceptée par la famille, mais on me demande de ne plus encaisser les chèques post-datés car le compte est gelé. C'est normal. Je sais que la succession est responsable de m'indiquer ce qu'il désire faire avec le logement et s'il désire le résilier. C'est sûr qu'ils vont le résilier. La personne est décédée, Pierrick. Fait que prépare-toi à le louer. Normalement, je crois qu'ils ont 2 mois à payer. Et avant ça, je pense que c'était 3 mois. Là, je pense que c'est rendu 2 mois. Et après ça, tu peux le louer. Fait qu'ils doivent me donner 2 mois d'avis de loyer. Ma question, si la succession est refusée, qu'arrive-t-il pour mes loyers perdus? J'ai aucune espèce d'idée là-dessus. C'est pour ça que tantôt, je vais demander à un avocat. Si un avocat est capable de répondre là-dessus, à quel moment puis-je remettre le logement à louer et si la succession est acceptée, combien de temps dispose-t-il pour me verser les montants? Toutes des bonnes questions. Tu as 2 choix. Soit il y a un avocat qui réussit à nous répondre sur le post ici de Facebook, ou tu t'en vas à la Corpic ou à la PQ ou directement à la Régie du logement pour être capable d'avoir les réponses. C'est trop pointu. Malheureusement, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là.
Ça m'est juste arrivé une fois en 22 ans, puis ça a été la succession a accepté. Et c'était facile, 2 mois après, il avait vidé, tout est fait. Ça fait que j'ai pas eu à aller vers des avocats dans ce cas-là. Bobby me demande « Bonjour Justin, comment se fait-il que les immeubles dégagent une meilleure rentabilité en région que ceux sur l'île de Montréal? » La réponse est assez simple. À Montréal, les revenus sont souvent pareils comme en région, un petit peu plus élevés, mais les immeubles sont 2-3 fois plus chers. Tu vas prendre un sixplex à Montréal sur le plateau, tu vas payer 1 million, puis les locataires vont louer à 600, 700 peut-être par logement. Tu vas aller en région, pas bien loin, là, à 25 minutes de Montréal. Je te parle d'un immeuble que j'ai, il vaut 625 000, puis mes locataires payent 700 pareil. Fait que c'est sûr que l'hypothèque est plus élevée. Fait que c'est le prix de l'immeuble qui fait qu'à Montréal, c'est non rentable ou moins rentable. Si je peux me permettre, quelles sont vos top 3 ou 5 régions? Merci de vos nombreuses vidéos très enrichissantes. Ça me fait plaisir, Bobby. Les trois régions qu'on voit le plus que la meilleure rentabilité, on voit Sherbrooke, on voit Granby, on voit Saint-Hyacinthe, on voit tout ce qui est entre les deux grandes villes, là, Drummondville, on monte jusqu'à Trois-Rivières. Fait que tout ce réseau-là est quand même des villes moyennes, mais avec une bonne rentabilité. C'est sûr que si tu t'en vas à Saint-Lin-des-Meumeux, là, tu vas trouver encore une meilleure rentabilité que là, mais là, c'est peut-être les locataires qui vont manquer pour là-dessus. Alexandre me dit, est-ce qu'il est possible de déduire les frais de gestion si nous le faisons nous-mêmes? Non, je ne crois pas que c'est faisable. Je ne l'ai jamais fait et mon comptable ne me l'a jamais dit. Selon moi, non, mais peut-être qu'il y a un comptable qui peut nous répondre ici, là, mais selon moi, non. Marco, trouver sa mise de fonds en utilisant une société en commandite, en s'associant avec d'autres partenaires. Pouvez-vous développer sur cette technique? Est-ce courant et comment les associés commanditaires font leur argent après avoir injecté leur montant? Merci pour le contenu. Marco, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne sais pas exactement c'est quoi les spécificités pour les commanditaires, les associés, les partenaires là-dedans. Fait que, encore une autre question hyper difficile parce que je prends tout le temps des incorporations. Et comme je disais au début du vidéo, Maître Audet conseille tout le temps d'aller chercher une incorporation. Je te conseille prendre une demi-heure, 1 heure avec Maître Audet pour aller voir c'est quoi exactement la différence entre les deux et pourquoi on est mieux avec l'incorporation. Marie-Ève me demande si on a une compagnie, est-ce qu'on peut acheter avec la compagnie ou déduire quelque chose? Ou est-ce mieux de ne pas impliquer de corporation là-dedans? Si on a une compagnie, est-ce qu'on peut acheter avec la compagnie? Je te dirais oui, si c'est une compagnie en immobilier. Si c'est une autre compagnie qui est opérante, que tu vends tu vends du maquillage ou des produits Avon ou peu importe, puis tu vas mélanger l'immobilier dedans, je ne te conseille pas de le faire. Regarde peut-être pour t'en créer une autre pour le faire. Marie-Ève, une autre question. Qu'est-ce que ça prend comme équipe pour faire des flips? Bien, qu'est-ce que ça prend comme équipe? Tu as besoin, c'est certain, de l'équipe qui va aller faire les rénovations. Tu as besoin d'un bon coach immobilier pour être capable de te guider. Après ça, tu as besoin d'un courtier hypothécaire, d'un courtier immobilier. Tu as besoin de l'entrepreneur, électricien, plombier. Si tu as besoin de quelqu'un à l'extérieur, c'est que pour te partir, je te dirais, être capable de faire des offres d'achat aussi, fait que c'est le courtier immobilier. Puis plus tu avances, bien là, les métiers vont changer pour être capable de le faire dessus. Fait que ça comprend toutes les questions que j'ai eues cette semaine. Fait qu'on a eu beaucoup. Merci pour ceux-là qui vont m'aider à répondre aux questions. Je pense que c'est la première fois, ça fait 1 an et demi que je réponds à vos questions. C'est la première fois qu'il y en a des plus difficiles et je vois beaucoup la différence qu'il y a entre les gens qui me posaient des questions il y a 1 an et demi et maintenant, 1 an et demi plus tard, vous avez des questions hyper précises, hyper bonnes. Fait que bravo à vous tous. N'oubliez pas, vous êtes capable de revoir mes vidéos sur Facebook. Ils sont aussi sur YouTube, si vous voulez regarder toutes les vidéos sur YouTube. Fait que c'est encore un plaisir d'être avec vous autres. Merci de m'écouter. Merci d'être présent à tous les vendredis. N'oubliez pas, lundi prochain, vous me posez vos questions. Bonne semaine!